Bonjour à tous, bienvenue à cette session sur une nouvelle fonctionnalité d'Elasticsearch 5 qui s'appelle Ingest Node. Et puis je vous parlerai aussi d'autre chose qui s'appelle la réindexation, ainsi que d'un plugin que j'ai développé autour d'Ingest Node, et donc je vous parlerai de tout ça tout à l'heure. Je m'appelle David, je suis développeur dans l'équipe Elasticsearch. Alors ne vous fiez pas au nombre de commits, hein, quand vous voyez des graphes comme ça, doutez à chaque fois de ce que vous voyez. Le nombre de commits ne renseigne pas sur la valeur des choses qu'on a committées. J'ai fait beaucoup de plugins dans Elasticsearch, donc artificiellement, j'ai fait beaucoup de releases de plugins, et donc voilà, ça a monté mon score comme ça, de façon un petit peu artificielle. Bref, en tout cas, je suis quand même dans l'équipe Elasticsearch, je travaille là-dessus. Je suis aussi évangéliste à mes heures perdues. Alors, des mauvaises langues vont dire que j'ai beaucoup d'heures perdues. Je fais beaucoup d'évangélisation, mais bon. Qui ne connaît pas Elasticsearch du tout dans la salle? Il y en a quelques-uns, ok. Donc chez Elastic, on édite une stack qui est composée de 4 composants open source, que sont Logstash et Bits. Logstash et Bits, ce sont des ETL. En gros, ils vont faire de l'extraction depuis une source, de la transformation à la volée, puis du chargement vers une destination. Alors la destination, ça peut être Elasticsearch, bien sûr. Nous, on préfère envoyer les données vers Elasticsearch. Mais ça peut être vers d'autres destinations, comme du Amazon S3, par exemple, quand on est dans Logstash, du Kafka, du Redis, plein de choses différentes. Logstash est écrit en Ruby. Ça tourne dans une JVM en JRuby. Donc comme c'est un petit peu gourmand, on évite de le mettre sur les serveurs sur lesquels on va faire la collecte. Pour ça, on utilise plutôt Bits. Bits, c'est des composants légers, c'est écrit en Go, c'est vraiment beaucoup plus léger. Ça sert un seul besoin, chaque composant Bits sert un seul besoin. Par exemple, FileBit va faire un tail-ref d'un fichier de log pour le streamer son contenu vers une destination. PacketBit va écouter ce qui se passe sur la carte réseau, reconnaître certains protocoles et indexer ce qu'il a vu passer, vos requêtes HTTP, vos requêtes ping, vos requêtes MySQL, par exemple, ce genre de choses. Voilà, et tout ça, ça part dans Elasticsearch. Il y a MetricBit aussi, un nouveau qui s'appelle EarthBit aussi, qui vient de sortir. Elasticsearch, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissaient pas? Donc c'est un moteur d'indexation et de recherche orienté JSON, REST. Donc on envoie via une interface HTTP REST des documents JSON à indexer. Après, on a des API qui nous permettent de rechercher ces documents de façon efficace, calculer des agrégations sur donne-moi, sur mon résultat, le tomted des valeurs que j'ai pour tel champ, la distribution de mes documents par jour, ce genre de choses. Tout ça en temps réel et de façon très efficiente, hautement scalable, de façon horizontale. Voilà, super efficient. Massivement adopté par beaucoup de gens. Donc si vous ne connaissez pas, il faut que vous le testiez. Kibana, c'est un outil de visualisation qui se plug sur Elasticsearch et qui permet de bâtir des visualisations et comprendre ce qu'on a dans Elasticsearch. Ça va aussi vous permettre d'avoir accès à certains outils, certaines applications de Kibana. Là, tout à l'heure, je vais me servir d'un des outils de Kibana. Donc, une partie, ça va être la visualisation, et l'autre partie, ça va être la console qui permet de passer des requêtes HTTP REST de façon efficace dans Elasticsearch. Alors en tant que société, donc ça c'est la partie open source, en tant que société on édite un ensemble de plugins regroupés sous le nom XPack qui rajoutent des fonctionnalités supplémentaires à la stack, que sont la sécurisation du cluster, des fonctions qui vous permettent d'alerter vos utilisateurs en cas d'anomalie par exemple, du monitoring du cluster Elasticsearch et Kibana, et bientôt Logstash, des API qui vous permettent un module qui vous permet de générer des rapports en PDF, éventuellement couplé avec l'alerting, automatiser l'envoi de ces rapports tous les jours, ou si j'ai beaucoup d'erreurs 500, je veux envoyer ces rapports à l'équipe d'admin, ce genre de choses. Graph, qui permet de faire, de la mise en corrélation d'entités entre elles. Ce qui est important dans cette API-là, ne voyez pas ça comme une base de données graph, ce n'est pas du tout le même propos. L'idée, c'est de dire, je vais mettre en évidence des documents qui sont anormalement connectés entre eux pour l'ensemble de mon dataset. Alors qu'un outil de graph va globalement vous ramener ce qu'on appelle les superconnecteurs. Ici, on va éliminer au contraire les superconnecteurs. Et ça sert notamment pour la détection de fraude, la recommandation, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est la partie commerciale. Et puis, on a Elastic Cloud qui vous permet d'avoir Elastic as a Service opéré par notre compagnie. Donc ça, vous bénéficiez de tous les plugins commerciaux dont je viens de parler, qui sont nativement disponibles. Vous avez juste à slider un petit peu, choisir vos paramètres, et puis hop, vous avez tout ce qu'il faut, du Kibana, tout ça tourne complètement. On est les seuls à pouvoir offrir ça d'ailleurs.
Nous sommes en train de travailler sur Cloud Entreprise qui permettra de déployer ce que vous voyez ici, cette interface-là, sur votre propre infra éventuellement, sur vos crédits AWS si vous en avez, sur vos crédits Azure et qu'importe. Google Compute Engine, pourquoi pas. OK. Nous avons donc sorti la version 5.0 le 26 octobre, il n'y a pas longtemps, donc ça tombe très bien que ce talk ait été sélectionné à ce moment-là. Je vous en aurais parlé quand même si on avait pris un peu trop de retard. Alors, pourquoi a-t-on eu le besoin de créer ce qu'on appelle ingest node? Des fois, on a des besoins qui sont très simples. Je veux juste prendre un fichier de log et j'ai envie de l'analyser dans Kibana. Jusqu'à présent, pour faire ça, ce qu'il fallait faire, c'était prendre Logstash, prendre éventuellement une partie input, donc qui va récupérer le contenu, que ce soit avec FileBit ou directement, appliquer un certain nombre de filtres. Alors les filtres vont permettre de faire la transformation, c'est le T dans la partie ETL. Donc par exemple, des types de transformations que vous pouvez avoir, c'est Grok, c'est du parsing d'expressions avec des expressions régulières. Je vais parser une ligne de message qui n'est pas structurée de façon à en faire un contenu structuré. Date va vous permettre de réconcilier une date. J'ai une date qui est dans tel format, en fait j'aimerais bien que ça devienne une vraie date au sens objet du terme sur lequel je vais pouvoir ensuite travailler. Mutate pour transformer des champs, supprimer des champs, les rendre, au lieu de string, les rendre en valeur entière, ce genre de choses. Puis ensuite, vous envoyez ça vers une sortie, pour nous c'est Elasticsearch. Donc jusqu'à présent, il fallait faire ça. En gros, la stack que vous mettiez en place jusqu'à présent, c'était je fais de la collecte sur mon serveur avec un agent léger qui est bits, je transfère les messages que j'ai vu passer, les logs, dans Logstash, avec la configuration qu'on vient de voir, je fais l'enrichissement et j'envoie ça vers Elasticsearch. Voire pire, vous pouviez dire, alors je vais envoyer mes messages dans Logstash, Logstash va les envoyer dans Kafka, Kafka va ensuite être relu par Logstash, sur cette deuxième instance Logstash, c'est là où je vais faire l'enrichissement vraiment, et puis ensuite je vais consommer ça dans Elasticsearch. Donc bref, ça devient un petit peu compliqué. Et on s'est dit, pour faire un tail-f d'un fichier de log, ça fait un peu trop. Bon, allez, on va faire plus simple. On collecte depuis bits, on envoie directement à Elasticsearch, et le but, c'est que Elasticsearch enrichisse la donnée qui vient d'être collectée. Donc la stack est plus simple, vous avez remarqué. Moins de choses à monitorer, tout ça. Donc, ce qu'on fait avec Bits, Bits, il va faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, il va prendre les fichiers de log, il va faire ce tail-f, il s'occupe de la rotation des fichiers, tout ça, vous inquiétez pas là-dessus. Et il va envoyer pour chaque ligne de log qu'il voit un document JSON vers Elasticsearch. Il se trouve que ce document n'est pas structuré. On voit, c'est juste une ligne de message, juste avec du texte, il n'y a rien d'autre. Et nous, on veut être capable d'analyser la donnée, de la chercher de façon efficace. Donc pour ça, il va falloir qu'on arrive à structurer la donnée. C'est ce que va faire Ingest. Dans Elasticsearch, au sein d'Elasticsearch, on va enrichir directement la donnée avant de l'indexer dans Elasticsearch. Donc on va modifier ce qu'on appelle le source, underscore source pour ceux qui connaissent, avant de l'envoyer dans Elasticsearch. Donc ce message-là, au début, qui a juste du texte, comme ça, il doit devenir structuré comme on le voit en bas. Ça va? Vous avez compris le principe? C'est bon. Je ne vous vois pas trop, alors si vous n'avez pas compris le principe, il va falloir crier et me dire « Non, j'ai rien compris ». Alors comment fonctionne Ingest Node? L'idée, c'est que vous récupérez un document en entrée, et puis on va définir ce qu'on appelle un pipeline. Un pipeline, c'est un ensemble de processeurs. Pour ceux qui ont fait du Logstash, c'est l'équivalent d'un ensemble de filtres. Et puis ça sort un document qui est enrichi. Et ce document qui est enrichi, c'est celui qui va ensuite aller être indexé dans Elasticsearch. Donc on va complètement perdre le document source. Ce qu'on va stocker dans Elasticsearch, c'est vraiment le document enrichi. Dans ce pipeline, on va définir certains processeurs que l'on souhaite définir. Donc ici, on a fait du grok, du date et du remove, qui est un peu l'équivalent du mutate dont je parlais tout à l'heure. Comment ça se définit? J'ai un endpoint qui commence par underscore ingest. Je vais définir un pipeline et je donne le nom de mon pipeline. Ici, c'est apache-log. Et puis, je lui envoie un document JSON dans lequel je vais définir les processeurs par lesquels je veux passer et les paramètres pour chacun de ces processeurs. Donc là, je fais du expression régulière. J'ai dit tout à l'heure, depuis mon champ qui s'appelle message, je veux extraire la donnée et je vais utiliser un pattern qui est prédéfini, qui s'appelle common apache log ici. Puis ensuite, deuxième processeur, je vais récupérer une date du champ timestamp
qui viendra de l'extraction qu'on a fait précédemment dans le grok, et elle a un certain format. Et puis éventuellement, je vais supprimer le champ message. Bah, ça, c'est utile. Hein. Une fois que j'ai structuré mon contenu de message, ça ne sert à rien de le restocker dans Elasticsearch tel que, parce que finalement, j'ai toutes les infos qu'il me faut. Donc je le supprime. Qu'est-ce qui se passe ensuite quand vous exécutez un pipeline? En fait, là, j'indexe un document. Pour ceux qui ne connaissent pas Elasticsearch, pour indexer un document, on fait un put, le nom de l'index, / le type, / l'ID. La différence avec ce qu'on faisait précédemment, c'est qu'on rajoute un paramètre qui est le nom du pipeline par lequel on souhaite faire passer ce document avant qu'il soit indexé. Donc ici, c'est Apache Log que je viens de définir. Donc quand je fais ça, ce document-là va être transformé et va être stocké autrement et indexé autrement dans Elasticsearch. Ça peut se vérifier en faisant un get du document en question. Si je récupère le document tel qu'il a été indexé par Elasticsearch, je vais récupérer du coup mon document, cette fois enrichi et transformé. Alors vous avez une API simple qui vous permet de faire donc des créations. Le même put va vous permettre de faire des mises à jour, donc ça va être sympa, vous allez pouvoir mettre dynamiquement à jour votre pipeline au fur et à mesure que vous en servez. Récupérer un pipeline, récupérer l'ensemble des pipelines, effacer un pipeline, voilà, tout ça c'est assez classique. Alors on a tout un tas de processeurs qui existent. Personnellement, j'aime beaucoup le attachment. Je vous en parle vite fait. Attachment va vous permettre d'utiliser une bibliothèque qui s'appelle Apache Tika pour faire de l'extraction d'un contenu d'un document PDF ou OpenOffice ou Word ou ce genre de choses. Donc vous envoyez encodé en base 64 dans votre document JSON le contenu que vous voulez faire extraire. Vous définissez un processeur de type attachment, et puis là, il va aller extraire avec Tika et indexer le texte qui correspond, voire quelques métadonnées du document éventuellement. Bon, mais il y en a plein d'autres. Et vous pouvez... Non, je vais le dire après. Donc le grok processor, vous l'avez compris, c'est l'équivalent du grok filter dans Logstash. On fait du parsing d'expressions régulières. On définit depuis quel champ on veut extraire, et on peut définir plusieurs patterns. Alors ça, c'est sympa, ça veut dire qu'éventuellement, dans Logstash, si vous vous rappelez, si jamais il y avait un pattern qui échouait, ça a généré une erreur, et du coup, il fallait faire des conditions et rajouter un nouveau pattern, etc. Là, vous pouvez passer un tableau de patterns. Donc il essaye le premier, ça ne marche pas, il essaye le deuxième, il essaye le troisième, ainsi de suite, et puis si vraiment ça ne marche pas, il va générer une erreur. Ici, dans la syntaxe, d'ailleurs, on dit que on extrait quelque chose qui ressemble à une date dans un champ qui s'appelle date. C'est la syntaxe qui est utilisée là. Mutate, alors il y a plein de façons de faire de la mutation de données. Donc ici, il y a un processeur qui s'appelle remove dans l'exemple, mais vous pouvez faire, je veux setter une valeur, je veux convertir une valeur de chaîne de caractères en entier, je veux faire du split, du join, voilà, lowercase, uppercase, tout ça. Date, j'en ai déjà parlé. Un des intérêts aussi du processeur date, c'est qu'il permet de préciser plusieurs formats. Et de la même façon qu'on l'a dit pour grok, il va essayer l'un, puis l'autre, puis etc., etc. Et éventuellement échouer. JYP, alors celui-là est sympa aussi. Si vous avez une adresse IP dans vos logs, il va vous récupérer et vous renvoyer les coordonnées géographiques latitude, longitude qui correspondent à cette adresse IP. La base de données, elle est locale, donc il ne va pas faire des lookups sur Internet sans arrêt, donc c'est super efficient. Ça utilise une base par défaut qui est disponible gratuitement, utilisable gratuitement. Il y a l'auteur de cette base de données vend aussi une autre base qui est beaucoup plus précise que la base par défaut qu'il fournit. Donc ça, vous pouvez l'acheter chez eux et le fournir au JYP processor si vous voulez. On verra une démo de ça. Alors, les petits trucs un peu plus subtils, vous pouvez parcourir un ensemble de valeurs et puis pour chacune des valeurs, faire exécuter un processeur. Donc pour ça, vous avez le for each processor qui va vous permettre de faire ça. Fail processor va vous permettre d'envoyer un message d'erreur vers l'utilisateur. Et puis enfin, vous pouvez développer vos propres processeurs et votre propre plugin. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure, j'en ai fait un. C'est pas très très compliqué à faire. Il y a beaucoup de développeurs Java dans la salle? Qui développe en Java? Oh oui, beaucoup. Ok. C'est en Java.
Alors, gestion des erreurs. J'ai parlé tout à l'heure qu'on pouvait générer des erreurs à quelques moments. Quand je fais un grok ou une date ou qu'importe, je peux générer des erreurs. Imaginons, j'ai ce message-là à lire, il fait partie de mes logs, je ne sais pas pour quelle raison il a été généré comme ça, mais qu'importe. Il y a une erreur dedans, on voit que le plus 0,40, là, c'est pas possible, ce truc-là. Qu'est-ce qui va se passer si je le fais passer par mon pipeline? En réalité, quand le processeur date va être exécuté, il va dire « moi, j'arrive pas à reconnaître la date, donc pour moi, c'est une mauvaise requête », et il va envoyer une erreur 400 à l'appelant. Donc si vous essayez d'indexer, vous allez vous prendre une erreur 400, bad request, je n'ai pas réussi à parser cette date. Okay. Et donc le reste ne s'exécute pas, le document n'est pas indexé. Mais vous avez peut-être envie de gérer cette erreur et de dire, ok, si globalement tu as une erreur sur le pipeline, à ce moment-là, je veux que tu définisses, ici, que tu exécutes un autre pipeline si jamais tu rencontres une erreur. Donc là, ça peut être, par exemple, un set d'un autre champ ou du même champ date qui va être, je sais pas, 1er janvier 1970 par exemple, ou nul, qu'importe. Donc globalement, si vous avez une erreur dans le pipeline, il va faire ce set. Là, dans l'idée, ce serait peut-être plutôt de faire un set d'un indicateur global, fail to parse message ou quelque chose comme ça, true, pourquoi pas. Mais vous pouvez dire aussi, et si vous faites ça, du coup, si le pipeline du bas s'exécute correctement, ça va vous renvoyer un message 200 OK, tout s'est bien passé, ça a été indexé. Mais vous pouvez aussi définir des pipelines d'erreurs au niveau des processeurs eux-mêmes. Par processeur, vous pouvez gérer le problème. Donc sur le champ date, si je reviens sur mon champ date de tout à l'heure, c'est dans cet exemple-là où je vais dire si jamais j'ai une erreur sur mon champ date, qu'est-ce qui se passe? Il va débrancher, exécuter le nouveau pipeline, donc il va par exemple enlever la date et puis faire un set impossible de parser la date de .true, et puis ensuite il va recontinuer le reste du pipeline, donc il va faire le remove et continuer. Et puis ensuite, OK, il sort. Donc voilà, différents niveaux pour gérer les erreurs, globales ou par processeur. Comment ça fonctionne en interne? Alors chez Elasticsearch, on a des notions de nœuds. Les nœuds, ce sont des instances d'Elasticsearch et un ensemble de nœuds constitue un cluster. Les données sont distribuées au sein du cluster. Les nœuds ont certaines caractéristiques. Avant la version 5.0, ils pouvaient être soit data, soit master, voire les deux. C'est des attributs qu'on donne aux nœuds. Par défaut, ils sont les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont éligibles à devenir maîtres sur le cluster, et quand ils sont data, ça veut dire qu'ils vont stocker de la donnée. La donnée va être indexée localement. Avec la version 5, on a un nouvel attribut qui apparaît, qui s'appelle ingest. Et par défaut, chaque nœud va être data true, master true et ingest true. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va être potentiellement possible d'exécuter des pipelines ingest sur ces nœuds-là. Donc si je prends cet exemple derrière moi, vous avez un cluster avec 3 nœuds, vous avez un index qui s'appelle logs, il a 3 shards, donc cet index est découpé en 3 partitions, et chaque partition est répliquée une fois dans le cluster. Donc les réplicas, c'est les gris, les primaires, ce sont les bleus. Quand un client envoie une requête au nœud, une opération d'indexation, avec le paramètre « je veux passer par un pipeline d'ingestion », la première chose que va faire Elasticsearch, c'est déterminer que cette opération d'indexation va concerner le shard 3. Ce document-là va être routé vers le shard 3 à un moment. Il va être indexé par le shard 3. L'exécution d'ingest se fera sur le nœud qu'on appelle le nœud coordinateur, c'est-à-dire c'est le nœud qui reçoit la requête. Donc là, ingest est exécuté sur le nœud 3. À la fin de l'exécution d'ingest, on a notre fameux document JSON. Ce document JSON va être routé vers le nœud qui contient le shard 3 primaire, indexé ici, puis répliqué sur tous les réplicants en parallèle, donc ici sur le nœud 1. C'est ce qui va se passer. Bon, très bien. Si vous commencez à avoir un cluster qui commence à être un petit peu chargé, genre il y a beaucoup de data dedans, il y a beaucoup de trafic, sachant que faire des expressions régulières, c'est un petit peu coûteux en CPU,
Potentiellement, il y a les GeoIP, peut-être en mémoire, ça va bouffer un peu de mémoire et tout ça. Donc, peut-être que vous avez envie d'isoler ça, de ne pas mettre à risque vos nœuds data. Comment faire ça? C'est simple, vous allez dédier des nœuds à être ingest seulement. Donc, les 3 premiers nœuds qu'on avait tout à l'heure, on a juste changé un attribut dans les nœuds, on a dit maintenant ils sont node ingest false, ils ne peuvent plus faire de l'ingestion. Par contre, on a rajouté 2 nœuds, on peut en rajouter plus, hein, pourquoi pas, qui vont être data false, master false, mais ingest true. Ce sont les seuls qui peuvent faire de l'ingestion. Donc si je reprends ma même requête, mon opération d'indexation est envoyée au nœud 3. Ce document doit toujours être géré par le shard 3. Il se trouve que ce nœud-là, le nœud 3, le nœud coordinateur, n'est pas capable de faire de l'ingestion. Donc Elasticsearch va choisir un des nœuds ingest disponibles pour lui envoyer la requête. En fait, il va faire du round robin et il va faire successivement l'un et l'autre. Il l'envoie sur le nœud 5 ici. Le nœud 5 va faire l'opération d'ingestion qu'on a vu, le pipeline, exécuter le pipeline qu'on a défini précédemment. Il se trouve que le nœud 5, il appartient aussi au cluster. Comme il appartient au cluster, il a connaissance de la topologie du cluster. Donc on ne va même pas retourner vers le nœud coordinateur. Après l'opération, on sait directement où envoyer le document à être indexé. Donc on sera envoyé vers le nœud numéro 2 qui contient le shard primaire numéro 3. Et puis ensuite la réplication classiquement. Ça va toujours? Vous n'avez pas crié. Alors où est-ce qu'on peut utiliser les pipelines ingest? On l'a vu tout à l'heure, quand je veux indexer un document, je peux l'utiliser en passant un paramètre derrière. Je peux l'utiliser quand on fait ce qu'on appelle du bulk. L'API bulk, ça permet d'injecter beaucoup de documents en masse, faire vraiment du batch, beaucoup plus efficient que de faire un par un chaque document. Donc vous pouvez dire, je passe le pipeline en paramètre à l'API bulk, donc underscore bulk, point interrogation pipeline égale, et donc ça va s'appliquer à tout le bulk. Ou alors vous pouvez dire, message par message que je vais indexer, je vais choisir quel est le pipeline que je veux exécuter. Donc si dans un même bulk, vous avez des documents qui sont destinés à aller vers votre index qui gère les logs Apache et puis l'index qui gère les logs de type MySQL, par exemple, vous allez pouvoir exécuter des pipelines différents parce qu'effectivement, la structure des messages est différente. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On peut l'utiliser aussi dans l'API qui s'appelle Reindex. Donc Reindex est une API qui est sortie en version 2.3 d'Elasticsearch, de mémoire. Et en version 5, on bénéficie aussi de pipeline. Donc, Reindex, comme son nom l'indique, va permettre de lire depuis une source, faire ce qu'on appelle du scroll dans Elasticsearch. Je vais éventuellement exécuter une requête. Là, dans cet exemple-là, je prends tout l'index avec tous les logs Apache. Je scroll et je récupère tout le résultat. Je passe par le pipeline d'ingestion et j'envoie vers une autre destination qui est un nouvel index ici qui s'appelle Apache-log. En passant dans la version 5 d'Elasticsearch, en plus, vous avez le Reindex from remote qui vous permet de lire des données d'un ancien cluster qui tourne ailleurs et de réindexer dans une nouvelle version 5, tout en passant du pipeline derrière. Donc ça peut être très très pratique. J'ai vu le cas récemment, quelqu'un qui avait fait du Logstash et puis il avait oublié de faire de la mutation de ses champs, donc ses codes erreurs étaient en string au lieu d'être en valeur numérique. Du coup, en prenant ça, il a dit je relis tous mes documents que j'avais indexés avant avec Logstash, je les indexe dans un cluster version 5. Non seulement je fais la mise à jour de mon cluster, mais en plus, je les rends conformes à ce que je voulais. Donc assez pratique. Voilà. Développement de plugin. Donc j'ai développé un plugin qui malheureusement pour l'instant n'est pas encore réalisé sur GitHub. Mon code est tellement sale que je ne veux pas le mettre comme ça. Le plugin s'appelle Bano Ingest. Alors mon objectif c'était juste de faire un exemple de comment je peux développer un plugin ingest dans Elasticsearch. Et puis il y a un use case que j'adore, moi c'est la réconciliation des adresses postales. Comment on fait de la normalisation d'adresses, ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose qui j'aime. Le but de ce plugin c'est de prendre des adresses postales et de trouver quelles sont les coordonnées géographiques latitude, longitude qui correspondent à l'adresse postale qu'on a en entrée. Ou inversement, j'ai des coordonnées géographiques latitude, longitude, j'aimerais bien trouver quelle est l'adresse postale la plus proche qui correspond à ces coordonnées-là. C'est le but du plugin.
Alors, je me suis servi pour ça de OpenStreetMap et du projet qui s'appelle Bano. Donc, ce projet-là met à disposition très régulièrement, je ne sais pas si c'est pas toutes les nuits, une extraction de leurs données, et puis vous pouvez télécharger des fichiers CSV. Alors pour l'instant, j'utilise les CSV, c'est peut-être pas le truc le plus sioux que j'ai fait, mais bon, j'aurais peut-être dû prendre le JSON et faire zipper, qui est d'abord plus léger à télécharger. Mais bon, pour l'instant, je suis parti là-dessus. Qu'importe. Vous avez dans le repository d'OpenStreetMap des fichiers par département, où il y en a un autre qui s'appelle le full.csv.gz, qui lui est compressé et qui contient toutes les adresses de toute la France. Ces fichiers, ça ressemble à ça. J'ai pour chaque ligne d'adresse d'un département, là c'est un département, le 976, c'est quoi, La Réunion, je ne sais pas où c'est. Mayotte, merci. La Réunion, c'est pas un département en français. Si, je sais plus. Ah, on n'enregistre pas ça, hein. Ça ne sera pas diffusé. On est d'accord, ok. Pardon. Il faut que je demande à ma boîte de me payer des vacances à La Réunion pour être sûr de savoir si c'est bien ou pas, mais bon. Ils ne sont pas chauds pour l'instant. Donc, dans chaque fichier CSV, vous avez une ligne par adresse. Donc, vous avez l'ID de la ligne, bon, pourquoi pas. Vous avez surtout le numéro dans la rue, le nom de la rue, le zip code, le nom de la ville, éventuellement la source, mais surtout ce qui m'intéresse, moi ici, ce sont les geopoints, les coordonnées géographiques, latitude, longitude. Donc ce que fait le projet Bano, il vous permet de d'abord initialiser la base de données qui va être nécessaire pour faire cet enrichissement. Devinez quoi? Ce que j'ai utilisé, c'est Elasticsearch. Bah, c'est pratique pour faire de la recherche avec des textes imprécis par proximité géographique, donc oui, c'est l'idéal dans ce cas-là. Donc je fais un put ici, underscore Bano 17, ça veut dire qu'il va faire quoi? Il va télécharger sur Bano, sur OpenStreetMap, le fichier qu'on a vu tout à l'heure, le CSV, lire le CSV pour chaque ligne, l'envoyer vers Elasticsearch, en créant un mapping correct dont j'aurai besoin. Éventuellement, vous pouvez dire je télécharge le gros fichier GZ là, en faisant un underscore full. Puis une fois que vous avez initialisé votre Bano, ah tiens oui, pourquoi je ne fais pas systématiquement le underscore full? Parce que des fois, on sait que pour un use case, on veut faire qu'un seul département, nos clients sont que à Nantes, pas la peine de faire autre chose que le 44, donc je vais me concentrer et charger que Elasticsearch avec ça. Donc une fois que vous avez initialisé votre système, bah, vous pouvez commencer à définir un processeur ingest. Donc là c'est simple, hein, je dis comme tout à l'heure, je fais un put, je définis mon pipeline, je vais appliquer un processeur qui s'appelle Bano. Et ensuite, vous pouvez présenter un document. Alors, j'en profite pour vous parler d'une fonctionnalité d'ingest qui s'appelle simulate. Donc, c'est un endpoint un peu particulier. Vous avez vu, ça finit par underscore simulate, l'appel HTTP. Ça fait quoi, ça? Ça permet, sans avoir à indexer un document, d'exécuter notre pipeline et de voir ce qui se passe en sortie. Et en plus, il y a un mode debug qui permet de voir ce qui s'est passé pour chacune des étapes du pipeline. Donc, pratique. Donc là, je lui présente un certain nombre de documents indexés, en l'occurrence un seul ici, et je lui dis, dans ce document source, je te communique dans un champ qui s'appelle adresse, c'est la syntaxe préconisée pour l'instant par le projet ingest Bano. Donc j'ai un nombre, éventuellement une partie du nom de la rue, le zip code et la ville. En réponse, ce qui va vous renvoyer, c'est ce document, enfin cette partie-là, le document enrichi, donc on a toujours le source, et puis lui, il a enrichi dans un champ qui s'appelle Bano underscore adresse, ce qu'il a trouvé correspondant au document que vous cherchez. Donc zip code, etc., ça n'a pas changé. On voit par contre le nom de la rue est complet maintenant. Ben ouais, parce que je suis allé chercher dans Bano, dans les fichiers Bano, j'ai un nom de rue complet, donc je peux dire lequel c'est. Et puis j'ai les coordonnées géographiques, latitude, longitude, c'est ce qui m'intéressait tout à l'heure. En passant, c'est où j'ai vécu toute mon enfance. Pas très très loin d'ici finalement. Vous pouvez faire l'inverse. Donc vous avez des coordonnées géographiques, vous les mettez dans le champ location, lat et longitude, et il va vous trouver en réponse un document. Donc là, il dit par exemple, c'est dans la même ville, mais c'est une autre adresse, c'est 1 rue du Petit Versailles, à Étré. Alors ce qu'on remarque aussi, c'est que les coordonnées géographiques ne sont pas les mêmes. Ouais, il a trouvé le point le plus proche qu'il avait dans sa base. Donc ce n'est pas nécessairement le point que vous avez mis, hein. Mais on trouve le point le plus proche. C'est facile à faire dans Elasticsearch, hein. C'est juste une recherche. Je donne un point et je fais un tri par distance.
Et le premier document qui match, c'est le plus proche. C'est aussi simple que ça. Alors vous pouvez aussi combiner les processeurs ingest. Vous pouvez dire, par exemple, vous vous rappelez du processeur JYP. J'ai une adresse IP, il me fournit en retour notamment des coordonnées latitude-longitude. Je vais prendre ces coordonnées latitude-longitude, je vais dire à Banno d'où les extraire. On peut avoir des settings. Donc je vais dire ici, tu vas lire dans le champ jyp.location.lat et jyp.location.long. Et donc tu vas utiliser ça comme entrée. Du coup, quand je passe une adresse IP comme ça, en retour, j'obtiens la partie enrichie par JYP. Là, il m'a fourni longitude et latitude dans location, jyp.location, longitude, latitude. C'est ce que j'ai utilisé ici pour extraire et récupérer une adresse postale. Alors, c'est donc plus ou moins accurate. OK. Un peu de Java. Comment on écrit ça? Alors, la première chose que vous devez écrire, c'est un processeur. Pour écrire un processeur, vous étendez la classe qui s'appelle AbstractProcessor, qui est fournie par Elasticsearch 5. Dans cette classe, une fois que vous l'étendez, vous devez implémenter la méthode qui s'appelle execute. Surcharger la méthode execute. Cette méthode, elle reçoit en entrée un document type ingest. C'est le document qui rentre dans le pipeline, ce qu'on avait vu tout à l'heure, pardon, je suis dans l'autre sens, qui rentre dans le pipeline par là. Et à l'intérieur, on va retrouver les métadonnées du document, son type, son index, son ID, son source. On va faire de la logique là-dedans. Et si jamais on a modifié des choses, en sortie de cette méthode, on aura notre ingest document modifié. Puis après, une fois qu'il a été modifié, celui-là, il ira vers le pipeline suivant, vers le processeur suivant, pardon, etc., etc. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai considéré... Oui, je récupère, je dis, s'il y a un champ qui s'appelle cityfield, alors cityfield, il est paramétré quand je crée mon Banno processeur, on va voir, mais ça va être une valeur par défaut. Dans mon cas, c'était adresse.city. Extrais-moi la valeur de ce document, c'est ma chaîne de caractères. J'appelle mon Elasticsearch ici. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pseudocode ici. Hein. Je recherche par ville. Je récupère des coordonnées géographiques latitude-longitude. Je crée une map qui va s'appeler location, dans lequel je vais stocker mes champs lat et long. Donc ça va me faire location.lat, location.long. Et je modifie, dans mon ingest document, je set cette map. Donc je viens d'enrichir mon document. C'est tout, hein. Enfin, la logique c'est ça. Après, il y a juste de la tuyauterie à faire. Il faut créer une processor factory, donc qui implémente processor.factory. Cette factory est chargée de créer une instance de processeur, et c'est elle qui va notamment être capable de lire la configuration. Quand j'ai appelé mon processeur, la première fois, j'avais rien mis dans Banno, j'avais mis juste accolade ouvrante, accolade fermante, puis la deuxième fois, j'avais dit d'où je dois extraire les données. Là, c'est ce que je fais, hein. Je récupère la config, en fait, et puis il y a des helpers qui permettent de faire ça. Donc je lis une chaîne depuis ma config, je cherche un champ qui s'appelle city_field, si tu ne le trouves pas, la valeur par défaut, ça sera adresse.city. Et puis du coup, je crée mon processeur, mon instance de processeur avec tous les champs. J'ai fait mes vérifications ici, éventuellement, si les settings ne sont pas corrects et compagnie. Dernière étape, il faut que ça devienne un plugin pour Elasticsearch. Donc pour créer un plugin, j'étends la classe plugin et je lui dis maintenant, c'est bien plus sympa que c'était dans les versions précédentes, qu'on implémente une fonctionnalité particulière dans ce plugin. On peut en implémenter plusieurs, mais là on implémente la fonctionnalité ingest. Et comme on implémente la fonctionnalité ingest, on peut fournir les processeurs que va proposer ce plugin. Donc ici, j'ai qu'un seul processeur, mais si vous écrivez plusieurs processeurs dans un seul plugin, vous pouvez rajouter ici une collection complète. Assez simple. Faire quelques démos. Ça sera le QR code pour noter la session à la fin, mais je vous le remettrai à la fin. N'oubliez pas de voter. Je sais pas, faut scanner ça, prendre en photo, je suppose. Ce que je vais utiliser pour la démo, de toute la stack qu'on a vue tout à l'heure, c'est que la partie open source, c'est que Elasticsearch et que Kibana. Okay, on oublie tout le reste. Allez, je vais là. Je vais switcher mon écran, si je retrouve ma souris, elle est où? Elle est là. Et on y va.
pense que c'est toujours bon pour la régie. Pardon, c'est pas ce fichier-là, c'est celui-là. Donc, ici, j'ai démarré, j'ai un Elasticsearch qui tourne localement. Cet Elasticsearch version 5, je lui ai mis le plugin Ingest Banno, j'ai développé, plus le plugin Ingest JYP, dont je vais me servir tout à l'heure. Voilà, rien de spécial. Il tourne sur le port 92.00 par défaut, rien de spécial. J'ai aussi démarré un Kibana, et puis c'est tout. Il n'y a pas grand-chose de plus à voir. Donc ici, premier exemple, donc j'ai mon Kibana. Il faut que je zoome un peu. Okay. J'ai mon Kibana, et donc là, il tourne bien. Donc ce que je vais faire un premier exemple. J'ai ma ligne de log qu'on a vue tout à l'heure, et je vais simuler si j'insère ce message-là dans un pipeline qui ne fait rien. Le résultat, voilà, c'est qu'il n'aura pas fait grand-chose. C'est qu'il aura conservé dans mon source document la même chose. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais rajouter un peu de grok dans mes processeurs. Donc je vais dire maintenant, tu vas m'extraire tout de ce message-là avec mes expressions régulières, quelque chose de plus structuré. Donc là, on le voit, ça y est, ok, maintenant j'ai une request, un auth, un indent, etc. J'ai toujours le champ message. Bon, pas super intéressant. J'ai un champ date. Ben, je veux qu'il devienne un vrai champ date maintenant. On le voit ici, c'est le champ timestamp qui est là. Vous voyez, il a un décalage horaire de 2 heures, 19 avril 2016. Si j'exécute ça, j'ai maintenant un champ add_timestamp qui est bien au 19 avril, mais il est sur un time zone UTC, et voilà, j'ai réconcilié, c'est une vraie date. Je peux faire aussi, ben, le champ message, j'en ai plus besoin en fait. Je vais dire OK, je rajoute ça dans mon pipeline. Je ne me trompe pas, ça doit être là. OK, j'ai supprimé mon champ message. Je peux aussi supprimer l'ancienne date, ça ne me sert plus à rien, parce que j'ai une vraie date. OK, j'ai plus la date. On peut convertir des choses. Donc, mon champ response, pour l'instant, on voit que c'est une chaîne de caractères. Convertissons-le en entier. C'est un entier. Pareil pour les bytes. Ici, j'exécute. OK. Si vous rajoutez ce petit paramètre-là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas debug, c'est verbose en fait. Ce qui est sympa, c'est que vous allez voir chacune des étapes. Donc, la première étape, le premier processeur a fait ça. Le deuxième processeur a fait l'histoire de la date, si ma mémoire est bonne, ouais, c'est ça. Le troisième a supprimé message, etc., jusqu'au message de fin. Donc ça vous permet de débugger facilement vos pipelines. OK, ça c'est mon pipeline final. Alors on peut gérer les erreurs, ça j'ai déjà dit. Combien de temps il me reste? 48 minutes? Ouais. Je vais laisser tomber la gestion des erreurs. Si, je vais vous le montrer parce que je l'avais déjà fait. Ici, j'ai volontairement introduit une erreur. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai dit globalement, si jamais tu as un échec sur le pipeline, tu vas changer le nom de l'index dans lequel tu dois aller écrire. Au lieu d'écrire dans l'index qui était destiné à recevoir la donnée, tu vas écrire dans error-index. Là, il ne s'est rien passé. On voit toujours qu'il écrit dans underscore index, qui était l'index d'origine. Mais, qu'est-ce que je fais? Ah oui, si je voulais rajouter ça aussi. Pourquoi je voulais rajouter ça? Ah oui. Si j'envoie une date qui est incorrecte, non, je vous montre le résultat ici, j'ai mis aussi un onFailure sur le processeur date. Si tu vois une date qui est incorrecte, à ce moment-là, tu vas me setter ton document avec cette date-là par défaut. Et si je passe effectivement une date qui est au 30 février, ben on va voir qu'en fait, la date qui va être settée, c'est bien celle du 26 décembre 1971. C'est mon âge. Ouais, bientôt 45. Ouh. Voilà, pareil, on peut faire pour les bytes, mais je vous passe le principe, enfin, vous avez compris comment ça marche. Faisons du Banno. Tac. Alors, j'ai déjà injecté des adresses Banno, ça m'évite d'avoir à télécharger d'Internet tout ça. Je sais pas si je peux
montrer plus. Oups, qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. OK. Bon, vous ne voyez pas super bien, mais ici, j'ai... Voilà, ça sera mieux. Ah. Voilà. Donc, merci. J'ai des index qui s'appellent .bano-17. J'ai un certain nombre de lignes dedans. J'ai du 75, j'ai du 95, j'ai du 44, etc. Si je fais getBano, j'ai un petit endpoint qui me donne des statistiques. Je peux exécuter une recherche pour voir, vous voyez, tous les documents que j'ai insérés. C'est les CSV que j'ai lus tout à l'heure. Et puis, ils ont cette structure-là. Hein. On les voit ici. C'est ceux que j'ai insérés dans mes index .bano-quelque chose. Si je cherche dans le département, là je fais du Elasticsearch pur, hein, je ne fais pas du ingest encore. Si je cherche partout une adresse qui contient myrtille, ben, je trouve effectivement dans l'index .bano95 quelque chose aller des myrtilles. Très bien. Si je cherche dans le département 44 une adresse, donc j'ai plusieurs conditions ici, c'est du should. Should, ça veut dire ce serait bien si. Ce n'est pas obligatoire. Si le numéro de l'adresse est 5, si le nom de la rue est Valmy, et si le nom de la ville est Nantes, trouve-moi des résultats. Alors il se trouve que là on voit effectivement, j'ai bien 5 rue Valmy, c'est où on est, hein, je crois, ici, à Nantes. Puis je regarde dessous, j'ai un 1 rue Valmy à Nantes, 2 rue Valmy à Nantes, 4 rue Valmy. Est-ce que j'ai autre chose? Ah, j'ai un 5 rue de Valmy à Montmorency aussi. Ce qui est bien avec un logiciel, enfin un moteur de recherche, c'est que le moteur de recherche travaille sur la pertinence. Ce document-là, en fait, il a un score et il est moins pertinent que les autres documents, et notamment que mon premier document. Ce document est beaucoup plus pertinent parce qu'en fait, j'ai matché plusieurs critères. Okay, donc c'est celui-là qui tombe en premier. C'est un peu ce que va faire Bano, en fait, le projet Bano en interne. Alors on va simuler tout ça, ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai un processeur type Bano, je lui présente une adresse qui est de ce type-là. C'est exactement ce que je vous ai montré, juste pour vous montrer que ça marche. Si j'ai une adresse IP, pareil, il trouve... Ah, ça c'est chez moi. Si je peux voir mes voisins, tiens, mes voisins c'est ça. Je vais essayer de trouver quels sont mes voisins. Donc je me déplace un petit peu. Ah, mais je suis bête, c'est pas ici, c'est ici qu'il faut... Voilà, j'ai trouvé mon voisin le plus proche, qui est au 8 allée des Myrtilles, en fait. Pourquoi pas. Si je définis un pipeline, je l'ai fait, oui, qui fait de l'IP puis Bano, pouf, bah pareil, j'ai ici, j'ai retrouvé que mon document, alors je l'ai mis en verbose, donc on va aller voir à la fin, que cette adresse IP-là qui correspondait à ces coordonnées-là, en fait, correspond peut-être à cette adresse-là. OK. Un dernier exemple. Je vous ai parlé de l'API de réindexation. Je vérifie, j'ai rien, c'est bon. J'ai injecté 100 000 documents dans un index qui s'appelle personnes. C'est des documents qui sont injectés aléatoirement, ce sont des personnes physiques où je génère aléatoirement différentes caractéristiques. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est l'adresse, donc la ville, le pays et des coordonnées géographiques. Et j'en génère tout un tas comme ça, là, en Allemagne, en Italie, etc. J'aimerais enrichir en connaissant ici les coordonnées géographiques, savoir quelles sont les adresses de ces personnes-là. Donc j'ai une base de données, on va dire, existante, et je voudrais maintenant avoir des vraies valeurs sur les adresses de ces personnes. Donc en France, j'en ai 25 074. Si je regarde ce que j'ai dans Kibana aujourd'hui, en fait, mes 25 074 habitants, donc ils sont répartis comme ça, Nantes, Cergy, Paris. Beaucoup plus de gens à Nantes, tiens. Et voici les répartitions sur ma map avec mes coordonnées géographiques. Ce que je peux faire ici, c'est créer un pipeline où je vais lui dire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas extraire des informations que tu as, les coordonnées géographiques, latitude, longitude. Et tu vas stocker ça dans un champ qui s'appelle adresse. Alors je vais simuler que ça se passe bien. Donc sur un document type tout à l'heure, celui qu'on avait tout à l'heure,
en fait, je vois bien qu'effectivement, j'ai enrichi dans l'adresse, notamment la ville, et puis surtout, ici, le nom de la rue, etc., avec ses coordonnées. Donc c'est bon, ça marche. Donc je vais définir un nouvel index vers lequel je vais écrire. Je lui mets un mapping. Et puis là, je lui dis, vas-y, fais-moi ta réindexation. Tu exécutes la requête qu'on a vue tout à l'heure. Je ne veux voir que les personnes qui vivent en France. Ce sont les seules que je veux réindexer. Et tu vas envoyer ça vers mon index qui s'appelle personne enrichie en passant par ce pipeline Banno. Alors c'est très très long. Ici, si on regarde les exécutions, il a 25 074 trucs à faire. Et en fait, il va demander beaucoup de temps pour les exécuter. Donc on a maintenant une API qui s'appelle Task. Alors là, je pense qu'on ne va rien voir pour l'instant. Ouais, les documents n'arrivent toujours pas. Comme je suis à court de temps, j'aurais bien aimé en fait en voir déjà un petit peu. Donc là, il faut qu'il ait fait 1000 par 1000. Et il va faire 1000 requêtes dans Elasticsearch, une par une, faire des recherches par proximité. C'est pas du tout optimisé, mon code, il y a peut-être mieux à faire, mais bon, pour l'instant. Voilà. Donc là, il en a fait 1000. On voit créatine 1000. Ce qui veut dire que si je retourne dans ma vue de tout à l'heure, et que je rafraîchis, en fait, on voit que maintenant, dans Banno, après l'exécution de Banno, j'en ai pour l'instant 1000 qui sont passés dans le nouvel index. Comme c'est trop long, je vais faire quoi? Je vais regarder quelles sont les tâches qui existent. J'avais un truc delete tout à l'heure. Oui, ici. Donc je vais arrêter la tâche qui tourne. C'est celle-là. Cancel. Boum. Je réefface mon index, je le recrée entièrement. Et puis là, je vais faire un réindex, mais sans aucune modification. Je reprends un backup que j'ai fait tout à l'heure, et je vais vérifier. Là, ça va beaucoup plus vite. 17 000, 22 000, hop, c'est bon, il a fini. Donc imaginez, j'ai laissé tourner mon truc, je rafraîchis, et maintenant j'ai à nouveau dans mon nouvel index toutes les données. Ce qui va être intéressant de voir ici, c'est que mon générateur là, de coordonnées géographiques, en fait, il n'était pas super précis. Quand il m'a généré des gens à Nantes, si je zoome ici, ok, je vais zoomer que sur cette partie-là. Donc je vais voir que les gens qui habitent à Nantes. En fait, moi, il me dit qu'il n'y avait que Nantes, mais en réalité, il y avait des gens à Bouguenais, Rézé, Vertou, etc. Donc Banno, le processeur Banno a réussi à remettre ça d'aplomb. Voilà, à vous de passer à la version 5 d'Elasticsearch. Allez-y, jouez avec. Surveillez cet espace-là, où vous me suivez sur Twitter si vous voulez, et puis j'espère l'annoncer peut-être d'ici la fin de l'année, je ne sais pas ce plugin-là, si vous avez un besoin là-dessus. J'ai des stickers et compagnie, devant des petits trucs, si vous voulez les prendre, et il me reste 2 minutes pour les questions. Merci. Deux minutes. Après, je peux prendre les questions après aussi. Vas-y. Oui, juste une question au niveau du versionning des pipelines ou versionning des plugins. Comment tu fais pour installer le plugin et versionner éventuellement ta data pour vérifier que, enfin plutôt ton système, pour pas péter en prod ce que tu as déjà installé? Alors, pour le plugin lui-même, il est lié à la version d'Elasticsearch sur laquelle il tourne. Donc, tu ne peux pas avoir un plugin qui serait fait pour une autre version d'Elasticsearch. Mais ce n'est pas ta question. Je pense que tu veux avoir plusieurs versions d'un même plugin. Donc, il va falloir que tu crées, au lieu de créer Banno, il va falloir que tu crées Banno-V1, Banno-V2, Banno-V3 et que tu fasses passer par des pipelines différents. Ils se déploient tous en même temps sur tout le cluster élastique? Oui, okay. Sur tous tes nœuds. Mais tous tes nœuds ont la même version normalement. Enfin oui, c'est sûr. Oui. Pour introduire le sujet, tu as parlé de je veux juste tailer un fichier sur Elasticsearch. Est-ce que tu sous-entends qu'il faut utiliser ça que pour des cas simples comme ça, ou est-ce qu'on peut utiliser ingest pour attaquer un Elasticsearch avec, en prod avec de la masse de données et pas mal de charges, quoi. Alors il y avait la question sur la collecte avec bits. Est-ce qu'on utilise un collecteur genre bit sans passer par un logstash?
Est-ce que c'était... Est-ce qu'on peut utiliser IngestNode, qu'importe finalement en fait la source de données? Ah oui. Est-ce qu'on peut l'attaquer avec beaucoup de charges dans des cas de production plus classiques que juste des logs ou Oui, complètement. Oui, c'est vraiment la volonté, c'est de vous permettre d'enrichir vos données quand vous avez besoin, et ça peut être même pour des cas fonctionnels, comme je l'ai montré avec Reindex. Il te manque une donnée, j'ai besoin de rajouter quelque chose, et de passer un plugin ingest là-dessus, tu peux. Moi, personnellement, j'ai pas fait de test de charge sur le système, donc je ne sais pas si ça charge beaucoup. En tout cas, si ça commence à charger beaucoup les nœuds data, ce qu'il va falloir, c'est vraiment dédier des nœuds ingest pour ça, de façon à supprimer la charge. D'accord. Et du coup, une follow-up question. On parle souvent d'utiliser Elasticsearch avec une deuxième base. Et du coup, dans ce cas-là, est-ce que en fait, ce cas d'utilisation, on peut utiliser ingest en fait que quand Elasticsearch c'est la seule base, parce que l'autre base, du coup, elle passe la transformation qui est Elasticsearch A en fait. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire du ingest, on utilise Elasticsearch en seule base et puis... Donc voilà. il y a une page qui est claire sur notre site qui s'appelle Resiliency, qui décrit toutes les bonnes raisons pour lesquelles vous ne devriez pas utiliser Elasticsearch comme base de données. Donc il y a des cas où, très à la marge, où vous pouvez avoir des pertes de données, des corruptions de données, etc. Donc c'est clairement listé. C'est vraiment des cas à la marge, donc on a beaucoup de gens qui l'utilisent comme data store, seul. Moi je dirais, si ce n'est pas critique pour vos données, si vos données ne sont pas critiques, ou que quoi qu'il arrive, vous avez quand même un moyen quelque part, vous avez des fichiers sources quelque part qui vous permettront de réindexer en cas de crash, à ce moment-là, prenez que Elasticsearch. Mais si c'est critique pour vous, pour votre business, surtout conservez une base de données telle que vous l'utilisiez précédemment, quoi. L'arrivée d'Ingest ne change rien là-dessus. C'est juste qu'on rajoute des outils supplémentaires pour manipuler la donnée, mais c'est tout. Merci. Une dernière question? Ouais. Oui, bonjour. Bonjour. Vu qu'on parlait de résilience, je voulais savoir du coup si, vu que dans l'idée on peut plus mettre de Kafka par exemple en amont pour gérer la résilience, est-ce que du coup on s'abstrait de toute cette notion de résilience? Après j'ai une deuxième question, c'était qu'est-ce que ça donne niveau perf par rapport à Logstash sur tout ce qui est Grok, tout ça? Ouais, donc là, je vais éliminer la question sur les perfs parce que je n'ai pas fait de test de perf, donc je n'en sais rien. Je pense que ça doit être au moins aussi rapide, voire plus rapide, puisque l'implémentation est en pur Java. Et on a vu jusqu'à présent que l'implémentation en JRuby par rapport à du Java, on gagnait du temps en Java. Donc, mais c'est juste une supposition, je ne l'ai pas testé, donc à tester soi-même. Sur la deuxième question, je n'ai pas dit qu'il fallait éliminer Kafka. On peut toujours garder du Kafka. On peut faire du bits vers Kafka directement. Éventuellement relire de Kafka avec un Logstash, sans faire d'enrichissement dans Logstash nécessairement. Juste dans Logstash, lui dire qu'il va utiliser aussi un pipeline d'ingestion qui est défini. Alors c'est vrai qu'il y a une convergence entre les deux mondes Logstash filter et Logstash processeur. L'idée, c'est de dire que tout ce qui va être très simple, sans conditionnel, sans différentes sorties, etc., on peut le faire avec les processeurs. Basculons vers les processeurs. Pour tout le reste, on continue à conserver Logstash pour faire des trucs beaucoup plus avancés, en fait. Je termine juste. Et du coup, Bano sur Logstash? Ah, ça n'existe pas. J'avais commencé à le faire, mais ça n'existe pas. Merci. Avec plaisir. Merci à vous, bonne fin de journée. Je reste dans le coin.